Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 25 février de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différentes antennes du groupe de presse Le Matinal. Voici votre émission sociopolitique hebdomadaire Carte sur table. Le chef de l'État tente de donner un second souffle à la lutte contre la corruption. Patrice Talon met la pression depuis quelques jours pour que les personnes reconnues coupables de détournement soient effectivement sanctionnées. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne également un coup d'accélérateur à la réforme du système partisan avec l'organisation d'un séminaire qui a regroupé toutes les sensibilités politiques et de la société civile. Invité de cette émission, Carte sur table, l'honorable Louis Vlavonou, député à l'Assemblée nationale et membre du bloc de la majorité parlementaire. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Hospice. Voilà. Vous aurez également l'occasion d'opiner sur quelques sujets d'actualité, la poursuite de la grève dans l'administration publique, les législatives de 2019 et puis l'avenir de l'Union fait la nation. Et puis à partir de 9h45, mesdames et messieurs, vous aurez la possibilité d'intervenir dans cette émission avec le 61 0024 24. Merci à tous les auditeurs du nord du Bénin qui nous reçoivent grâce à Iban FM de Paraco en synchronisation, les téléspectateurs qui nous regardent depuis le studio de Océan FM à Cotonou avec la caméra de Océan Télévision Web. Eh bien, si vous êtes également hors du territoire national, hors des frontières béninoises, téléchargez tout simplement l'application Océan FM 88.6 dans Play Store pour nous recevoir un peu partout dans le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Merci de nous recevoir et bienvenue à vous tous. Avec la technique Luc Koubemérou qui remplace Rock Boton-Fedo un peu indisposé. Honorable Louis Valbono, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est pas souvent de vous voir dans les studios de OCFM. Bon, je suis là aujourd'hui. Merci bien. Alors, donc, je disais tantôt, vous êtes donc le député de l'Union fait la nation, et lui, donc, dans la 21e circonscription électorale, comprenant les communes d'Ifani, de Sakété, d'Adjawere, votre arrondissement, pour vous titiller un peu, honorable de la commune d'Ifani, c'est le seul arrondissement, c'est Kokoumolo, il ne dispose pas aujourd'hui de l'électricité. C'est paradoxal quand on est député. C'est vraiment paradoxal, vous voyez avec moi. Kokoumolo fait partie de l'un des 6 arrondissements de la commune d'Ifani. Et c'est le seul chef-lieu d'arrondissement qui ne dispose pas d'électricité. Et par manque d'électricité, l'AEV ne fonctionne pas non plus. Donc, disons que avec Kokoumolo, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Comment les femmes accouchent comment alors? Vous voyez, si vous voyez la situation de la maternité, le dispensaire sont sur la même ligne que le chef d'arrondissement et le CEG. Donc, vous voyez, ça veut dire que ni le CEG, ni le chef-lieu d'arrondissement, ni la maternité, le dispensaire, aucune de ces infrastructures n'ont l'électricité, ni l'eau. Alors, vous êtes à 20 minutes de Porto-Novo. Et pourtant, nous sommes à 20 minutes de Porto-Novo. Et je pouvais dire que, je ne sais pas si c'est mon appartenance pendant environ 12 ans à l'opposition, mais je ne saurais le dire non plus, puisque l'arrondissement ne disposait pas que d'opposants. Alors, le président Yahya Boni aurait bien fait de contenter quand même ses électeurs en fournissant à Kokoumolo l'eau et l'électricité. L'eau, l'AEV a été une réalisation grâce aux partenaires étrangers, mais lorsqu'on a eu cela et l'électricité pour faire fonctionner ça, on a mis un groupe qui nous lâche à tout moment, si bien qu'on a dit qu'il faut nécessairement l'électricité de la SB2E pour que ça puisse fonctionner normalement. Au XXIe siècle, on ne peut pas continuer quand même à je pense que le président est informé sur ces situations qui, ma foi, est préoccupante et qui fait que la population de Kokoumolo se dit, bon, aujourd'hui,
le président Passy Talon étant un homme de parole, que d'ici à là, ils auront l'électricité et l'eau, et je le leur ai confirmé la dernière fois. Tout à fait. La dernière fois, c'était donc dimanche dernier. Vous avez donc reçu les vœux, bien sûr, du Nouvel An, de la part des militants de l'Union fait la Nation. Et quelles ont été les doléances non, vous voyez. En dehors de monsieur de l'électricité et puis de l'eau. Voilà. Non, bon, mais les jeunes ont demandé que le président ait une oreille attentive aux préoccupations de la jeunesse en ce qui concerne l'emploi et aussi par rapport à la fermeture des classes et de certains amphis, et que le président, un bon manager, essaie de voir ce qu'il peut faire pour que les élèves reprennent le chemin de l'école et puis que les étudiants aussi reprennent le chemin des amphis. Voilà un peu les doléances. Et nous avons dit que le président Talon est aussi soucieux autant que de tout cela. Et les femmes ont demandé les microfinances et nous les avons rassurés pour dire que c'est un programme qui va au-delà des microfinances qu'on a connues par le passé avec des foulards paraboles et puis des je vous aime. Que non, que ce n'est plus ça aujourd'hui et que le style a changé. Et que concrètement, avec la création du ministère aujourd'hui des Affaires sociales, ils verront que d'ici à là, beaucoup de choses sont en train d'être mises en œuvre et ce ne serait plus ça. Ce serait au-delà de ça avec le programme Arche aussi, ce serait avec l'assurance et il y aura beaucoup plus de choses et beaucoup plus de concret par rapport à ce qui s'est passé. Alors, honorable Louis Valonou, on sait que vous êtes très actif au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Vous êtes l'auteur de la proposition de loi sur le retrait de grève aux agents de santé, mais aussi auteur de la proposition de loi portant une nouvelle charte des partis politiques. Justement, sur cette dernière proposition de loi, qu'est-ce qu'on peut redire? C'est que c'est beaucoup, mais les grandes lignes, sinon, de cette proposition de loi sur la charte des partis politiques, qu'est-ce qu'on peut noter concrètement, retenir? Oui, et je peux vous dire tout simplement que je n'ai fait que transmettre. Sinon, à la signature, nous sommes une soixantaine à avoir signé. Mais vous êtes le porte-parole, c'est ça? Bon, je suis le porte-parole de tout ce nombre-là et c'est moi qui ai transmis. C'est un peu ça. Alors, ce qu'il faut retenir principalement, moi je pense que nous devons... Mais je vois que est-ce qu'on n'extrapole pas un peu? Parce que il faut quand même partir des raisons pour lesquelles tout à fait. Il y a eu cette proposition de loi. Puisque beaucoup disent que que le diagnostic a été mal fait, il y a ceci, il y a cela. Oui, allez-y par rapport Oui, bon, voilà. Ce que nous avons retenu surtout, c'est que il y a deux faits majeurs. Première chose d'abord, et la Constitution. La Constitution, la révision de la Constitution qui a été rejetée. Et par rapport à cela, nous avons réfléchi pour dire, mais tout ne devait pas nécessairement passer par la révision de la Constitution. Il y a des lois ordinaires qui pouvaient régler certains aspects de la révision de la Constitution. Et deuxième chose, la loi en vigueur, son application a causé beaucoup de problèmes. Et par rapport à la Constitution, et nous avons quand même retenu que la Constitution du 11 décembre 1990 est tenue responsable de la transhumance politique, du foisonnement des partis politiques avec l'avènement du multipartisme intégral, de l'éruption de l'argent en politique, de l'absence quand même des débats de fond sur les choix économiques et sociaux et le clientélisme au niveau du personnel politique par les puissants d'argent, de la corruption galopante sous tous les mandats. Alors là, c'est ahurissant comme ça. Et il fallait revoir par rapport maintenant à l'ancienne charte, nous avons vu qu'elle n'est pas appliquée. L'ancienne charte n'est pas appliquée en certaines de ces dispositions, surtout l'article 7. Nous avons vu que le ministère de l'Intérieur a tellement de charges. Et par rapport à ces charges-là, il fallait quand même innover pour permettre une application stricte. Alors donc c'est cela qui a amené. Et puis il y a certaines notions qui étaient responsables aussi de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, quelles sont les innovations? Oui, c'est tout ça, les innovations. Et premièrement, nous avons essayé de nous coller à la Constitution qui, en aucune de ces dispositions, ne parle d'alliance, ni de groupe.
de parti. Vous parcourez la Constitution du début jusqu'à la fin, il n'y a aucune notion d'alliance de parti. Alors qu'aujourd'hui, on a près de 17 alliances de partis politiques. Voilà. Et ça fait que nous avons essayé par la loi supprimer cette notion-là. Donc, dans la nouvelle charte, vous ne trouvez nulle part la notion d'alliance et de groupe de partis. Nous avons voulu que la notion d'idéologie soit prise en compte désormais. Ça n'a pas fait l'unanimité, mais pour trouver le juste milieu, nous avons dit qu'il le faut, mais que cela ne s'impose pas. Nous savons qu'il y aurait des débats autour et que nous finirons par choisir une option. C'est ça. Ensuite, nous avons trouvé que la gestion des partis doit relever d'une structure en dehors du ministère de l'Intérieur, parce que on a fait l'expérience depuis 2003 avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons vu que ça n'a pas marché parce qu'il y a trop de choses à régler. Bien vrai, il y a un institut chargé des affaires intérieures, mais qui aussi a beaucoup de problèmes à régler au niveau de cette structure. Donc nous avons pensé qu'il faut une structure. Et c'est une agence qu'on a proposée, et avec un conseil d'administration et doté d'une direction exécutive. Alors donc ça, c'était très important. Et nous avons vu que les crédits liés à son fonctionnement devraient relever du budget général de l'État. Et bon, je ne vais pas vous fatiguer avec la composition de cela. Ça va prendre un peu de temps. Nous avons vu aussi quand même que, quatrièmement, le nombre des membres fondateurs d'un parti ne devait pas être inférieur à 100. Mais là, à ce niveau, je voudrais vous dire que c'est après des décisions houleuses. Parce qu'au niveau de la première proposition que moi j'ai portée, c'était quand même 50. Et c'est au niveau des discussions que les collègues ont estimé qu'il fallait aller jusqu'à 100. 100 par commune. À 100 par commune. Et même répartis au niveau des arrondissements pour que ça ait une couverture vraiment géographique essentielle. C'est ça. Et puis, cinquièmement, les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Et tout parti politique perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat. Mais bref, on dira que c'était dans l'ancienne loi. Bon, maintenant, nous avons innové en ce qui concerne le financement des partis. Je pense que le financement public. Et c'est ça, parce que le financement privé, bon, tout le monde sait, mais on a encadré le financement privé. Le financement public, alors là, nous avons dit que pour bénéficier du financement public, il faut quand même un certain ratio. Et par rapport au nombre de députés qu'on a eu à l'Assemblée et par rapport à la couverture géographique, c'est-à-dire les 2/5 des sections électorales, ce qui fait 10 sections électorales avec 17 députés. Quand on dit 1/5, ça fait 17 députés. Alors donc, voilà comment on a encadré un peu ce financement-là. Et dernière innovation, c'est que on donne 6 mois à tous les partis de se conformer à la nouvelle charte. Comparativement à l'ancienne charte qui avait donné 1 an. Voilà un peu, grosso modo, ce qui caractérise les innovations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette proposition de loi portant charte des partis politiques. Donc on pense que c'est un document liberticide dont l'application sera difficile s'il était adopté en l'état. C'est vrai que c'est pas encore plénière, mais il y a aussi d'autres. Il y a par exemple l'article 11 qui propose l'agence nationale, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'agence nationale d'enregistrement et de suivi dans des partis politiques. Alors, on se demande pourquoi ne pas renforcer la direction générale des affaires intérieures. Oui, l'agence du ministère de l'Intérieur relève du ministère de l'Intérieur. Oui, pourquoi ne pas renforcer cette et l'agence relève du ministère de l'Intérieur. Voilà. Renforcer cette direction revient toujours à dire que au niveau du contrôle des fonds que l'État mettra à cette disposition, on ne saurait être juge et partie si il n'y a pas une structure qui est vraiment indépendante dans sa gestion. Et dans la direction des affaires intérieures n'est pas complètement détachée par rapport au fonctionnement et par rapport à la gestion des fonds, n'est pas totalement indépendante du ministère. C'est une structure qui, sous le ministère de l'Intérieur, est pratiquement indépendante, comme l'agence, par exemple, de la gestion des frontières. Par exemple, vous voyez. Donc, nous avons pris
l'exemple sur certaines agences qui sont déjà logées. Il y a au moins deux ou trois agences qui sont déjà logées au ministère de l'Intérieur et qui fonctionnent harmonieusement et qui donnent des résultats. C'est ça. Si ces agences étaient sous une direction particulière, nous pensons que si on n'aurait pas les mêmes résultats. C'est comme ça qu'on a réfléchi. Mais nous savions qu'il y aurait des apports extérieurs. Si ceux qui proposent que la direction des affaires intérieures soit renforcée et ils arrivent à convaincre tous ceux qui pensent le contraire, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la seule proposition. Il y en a qui ont demandé que ça soit à la Sénat. Alors, donc, tout cela, ça fait partie des apports positifs que la commission analysera. Et là, vos collègues Rosine Vieira-Soglo et puis Eric Ronleté également qui ont réagi par rapport à cette réforme-là. Madame Rosine Soglo qui dit par exemple qu'il n'est pas opportun donc de mettre en place une nouvelle loi portant charte des partis politiques. Il faut peut-être corriger les insuffisances de la charte actuellement en vigueur. C'est ce qu'elle a dit. Il y a beaucoup d'autres qui ont estimé que voilà, c'est violer la Constitution comme l'ancien ministre Gary Soglo. Il y a beaucoup de réactions, c'est vrai. Quand on parle de réforme, il y a toujours des réactions. Absolument. Il y a toutes des réactions. Mais je voudrais vous dire simplement que nous sommes restés collés dans l'esprit et presque même dans la lettre de l'ancienne loi. C'est ça. Rien n'a pratiquement changé en fond. Premièrement, le principe du multipartisme intégral est maintenu. Parce qu'aucune restriction n'est édictée pour la création d'un parti politique. Pas de restriction. Donc, les regroupements dont vous m'avez souhaité, donc vous avez mis ça pour le temps. Ce ne sont pas des restrictions, pas des restrictions, puisqu'on n'a pas empêché personne de créer un parti. Ça a été encadré. Deuxième chose, la représentation de toutes les régions lors de la création d'un parti politique a été observée. Parce que dans la charte en vigueur, elle se traduit par l'exigence de 10 membres fondateurs par département, article 15 de l'ancienne loi. C'est ça. Et dans la nouvelle proposition, nous avons dit que c'est 100 par commune. Donc, on a respecté l'esprit de l'ancienne loi. On trouve un certain parti politique qui se au président de parti, au secrétaire général, et puis dans une localité donnée, puis ça s'arrête là. On peut rester à Cotonou et puis trouver les 10 par département. C'est ça qu'on veut refuser. Alors, vous voyez. Troisième chose, c'est que l'obligation d'une déclaration à l'administration a été aussi retenue. Dans la charte en vigueur, elle se traduit par l'exigence d'une déclaration au ministre chargé de l'Intérieur. Ici, dans la nouvelle proposition, elle se traduit par l'exigence d'une déclaration auprès d'une agence placée sous la tutelle toujours du ministre de l'Intérieur. L'objectif est d'associer d'autres compétences aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour l'enregistrement des partis politiques et le suivi de leurs activités. Il s'agit d'assurer par une démarche collégiale d'une plus grande objectivité dans l'accomplissement de la mission. Ça, c'est les articles 11 à 7 de la nouvelle. Dans les deux cas, les modalités d'étude, d'enregistrement et de suivi des partis politiques sont identiques. C'est ça. Ensuite, il y a l'obligation de participer aux élections. Dans la charte en vigueur, il est fait obligation aux partis politiques de participer aux élections nationales et locales. Ils perdent leur statut juridique s'ils ne participent pas à 2 élections législatives consécutives. Article 7. Actuellement, dans la proposition que je porte, il n'est fait obligation aux partis politiques de participer qu'aux élections législatives et locales. Il n'y a pas l'obligation de présenter des candidats aux élections présidentielles, comme l'indique la charte en vigueur. Les partis politiques perdent leur statut juridique s'ils ne participent pas aux élections législatives. Ça, c'est l'article 32. Voilà. Et maintenant, par rapport au financement des partis politiques, dans la charte en vigueur, il se traduit par l'attribution d'une aide annuelle aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Vous voyez, bon, c'est 5 millions par député. Vous voyez, c'est ça par an. Voilà. Aujourd'hui, dans la charte maintenant, nous avons essayé d'améliorer autrement, et en disant quand même que que le montant de l'aide est plafonné à 0,5% des ressources intérieures et que pour en bénéficier, il fallait quand même un nombre de 1/5 de l'effet total de l'Assemblée nationale et de 2/5 au moins de l'ensemble des circonscriptions électorales. Alors là, article 44 à 45 par exemple. Donc, vous voyez que tout ça là, c'est pour la plénière prochaine. Comment ça va se passer? Quand est-ce que cette charte va
sera en vigueur. Non, vous savez, d'après la Constitution, la rentrée parlementaire, c'est la première quinzaine du mois d'avril. Tout à fait. Donc, au mois d'avril... C'est inscrit à l'ordre du jour. Ce sera inscrit à l'ordre du jour, puis c'est déjà affecté. C'est déjà affecté. La Commission va travailler et en tenant compte des résultats du forum qui a eu lieu et en commission, on va en arriver point par point toutes les propositions. Rien de cela laissé à la commission. Tout le monde est représenté. Ça va prendre à peu près combien de temps? Les 3 mois, c'est ça? Non. Pour analyser, pour étudier en commission, je pense que ça dépend de la célérité des réunions. On peut prendre toute une journée, ça peut prendre 2 journées, ça peut prendre 3 journées. Et bon, voilà, ça dépend de la densité de la loi. Monsieur Lecoeur, est-ce que ça vous arrange, cette nouvelle charte des partis politiques pour vous? Non, lorsqu'il y a une réforme, ça n'arrange totalement personne. Je ne peux pas dire que ça m'arrange moi, autrement, dans la mesure où l'UN, qui est la formation à laquelle j'appartiens, n'a pas 17 députés et ne couvre pas 10 décisions électorales. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas dire que ça m'arrange. Mais comme c'est une réforme majeure, c'est une réforme qui participe quand même de l'assainissement du climat politique. Bon, nous sommes preneurs. Donc, nous n'avons pas à regarder nos intérêts pour faire la proposition. Mais ça va favoriser quand même les regroupements des partis politiques pour que ça puisse absolument profiter à tout le monde. Absolument, ça doit favoriser les regroupements et là, je pense que nous devons être fiers quand même d'innover parce que le Bénin est toujours la terre d'innovation. Mais dans l'application, c'est souvent difficile. Bon, voilà, vous avez constaté que dans l'application, c'est toujours difficile. Et lorsque ça arrive comme ça, il faut toujours revoir un peu les choses. Merci, honorable Louis Vlavolo. Nous allons donc évoluer dans les débats, peut-être revenir à la fin sur quelques points que vous avez énumérés par rapport à la nouvelle charte des partis politiques, la proposition de loi de la nouvelle charte des partis politiques. Nous allons très rapidement, si vous voulez bien, aborder la lutte contre la corruption, vous savez, qui a pris quand même une nouvelle dimension sous le président Patrice Talon. Alors, plusieurs cadres de l'administration ont été interpellés ces derniers jours. Alors, cette lutte vous inquiète ou vous dérange? Oh, pas du tout. Pas du tout. La lutte ne m'inquiète pas et elle ne me dérange pas non plus. Quand bien même toute réforme a toujours des résistances. Mais moi, j'accompagne plutôt cette réforme. Vous voyez, moi j'ai toujours souhaité qu'il y ait une deuxième révolution. Bon, en 63, c'était une révolte. Je ne veux pas dire que c'est une révolte, c'était une révolte en 63. Et puis en 72, il y a une première révolution où toutes les forces vives de la nation ont décidé d'accompagner le discours-programme du président Mathieu Kérékou en 72. Vous savez, il a fallu ce que Kérékou appelait les intellectuels tarés pour que cette révolution soit noyée avec l'apparition de ce qu'on appelait les apatrides, bon, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi j'ai toujours rêvé que une pareille révolution de 72 revienne. Et Talon est là, non pas dans l'esprit de cette révolution-là. Parce que vous savez, la révolution que nous avons vécue en 72, ça a débouché sur le marxisme-léninisme. Et vous savez que les initiateurs, du moins du marxisme-léninisme, étaient des capitalistes. C'est pourquoi ils avaient dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui. Bon, Patrice Talon, c'est un capitaliste, d'abord. Mais il a trouvé que un système qui permet de bénéficier d'une manière ou d'une autre des ressources, il faut que ce système-là, ça finisse. Et moi, rêvant toujours qu'une certaine révolution, sinon en réalité, c'est un révolutionnaire. Mais comme on est allergique à un mot comme révolutionnaire, je pense qu'on le constate seulement dans les faits. C'est ça. Et c'est cela. Donc, moi, je suis franchement prêt à l'accompagner dans cette lutte contre la corruption. Il y a l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, par exemple, qui est cité dans une affaire de malversation financière et de mauvaise gestion au Fonds national des microfinances FNM. Alors, d'aucuns parlent bien sûr d'une chasse aux sorcières. C'est vrai. Vous voyez, ne voyons pas toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça. Moi, je vois ça à moitié plein
dans le sens que tout Béninois, par rapport à la condition, est toujours présumé innocent. Donc moi, à ma position, je ne le vois pas encore impliqué d'une manière ou d'une autre. Pour moi, il est présumé innocent. C'est à la fin des débats, c'est à la fin de la procédure que moi, je saurai effectivement s'il est condamné ou bien s'il n'est pas condamné ou bien s'il est acquitté. Donc par rapport actuellement, donc on ne va dire c'est un contrôle. Et nous avons, vous savez que le Béninois, là, je ne comprends pas le Béninois. Le Béninois veut toujours de quelque chose de son contraire. On a condamné tout le temps Yahi ici d'avoir fait des audits et de ne pas publier. Et on disait que c'était un moyen de chantage. Et tout le monde l'a dénoncé. Tout le monde a critiqué cela. Maintenant, nous avons un président qui fait les audits et qui les publie. Et on dit encore que c'est sélectif, que c'est orienté. Mais qu'est-ce que nous voulons alors? Vous qui êtes là, on a dit que vous avez volé. Bon, vous défendez. Mais lorsqu'il pleut, chacun met le parapluie sur sa tête. Pourquoi vous allez dire? Mais l'autre aussi n'a pas volé. Pourquoi on n'a pas pris l'autre? Non, puis à toi de demander, je n'ai pas volé. Et tu amènes la preuve que tu n'as pas volé. Alors donc moi je pense que ceux qui parlent de chasse aux sorcières, ceux qui parlent de... Il revient de demander à leur protéger. Le problème, c'est que les noms qui sont cités, c'est souvent des noms qui sont, qui viennent de l'opposition. C'est pour cela que les gens parlent bien sûr de mesures sélectives. Daouri de l'opposition. Qui a été relâché bien après. Daouri de l'opposition, mais il a payé son poste. Il a payé son poste. Il est passé une première fois. On l'a relâché. Il est passé une seconde fois. Maintenant, on l'a relâché. Mais la procédure sur son cours. Il s'est présenté. N'oubliez pas qu'il s'est présenté lorsqu'on l'a appelé. Maintenant, si quelqu'un ne se présente pas, suivant le code de procédure pénale, si quelqu'un ne se présente pas, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je sais que lorsque la justice t'interpelle, il faut se présenter. Le président Talon s'est lancé donc dans un exercice périlleux et inédit, honorable. Y aura-t-il quand même assez d'eau pour le nettoyage entamé par le régime du nouveau départ? Parce que nous sommes à quelques mois dans des élections législatives. Est-ce que il ne prend pas trop de risques par rapport à ça? Pour ce que je connais du président Patrice Talon, je pense que c'est le dernier de ses soucis. Sa réélection, c'est le dernier de ses soucis. Il dit, je suis venu trouver un pays dans une position telle que je ne peux pas rester tranquille, sinon j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Et il dit qu'il ne veut pas être complice. Maintenant, si on comprend, tant mieux. Si on ne comprend pas, qu'il n'a rien serré de sa réélection, mais lui sera la conscience tranquille pour dire qu'il a engagé la lutte. Que celui qui dit cela, au lieu d'être impopulaire, il a répété plusieurs fois, au lieu d'être impopulaire. Alors là, ça veut dire qu'il a un but, et celui-là, qui ne se préoccupe pas de sa réélection, mais il n'a rien à voir avec les élections qui arrivent. Du tout pas. Parce qu'il dit, bon, mais si vous voulez, je fonce pour quand même que le pays puisse être à l'aise demain. Mais aujourd'hui, si vous faites du populisme, le peu qu'il y a distribué pour être populaire, mais je ne rends aucun service à la nation. C'est ça. Voilà. Le Bénin gagne donc 10 places dans le rapport de Transparency International sur la perception donc de la corruption dans le monde. Cela met à l'actif du président Talon pendant les 2 années de gouvernance. Oui. 10 places. Bon, 10 places, non, ce n'est pas 10 places. En réalité, lorsque vous calculez le ratio, ce n'est pas 10 places. Normalement, c'est plus que ça. Dans la mesure, c'était sur 176 pays. Et maintenant, c'est 680. Donc, quand vous calculez, on a gagné plus de 10 places. C'est une manière simpliste de dire qu'on a gagné 10 places. On a gagné plus de 10 places. Et là, je trouve même que c'est encore insuffisant. Et encore insuffisant, il faudrait que nous l'encouragions à aller encore plus loin. Et là, vous allez voir, et ça c'est le rapport de 2017 publié donc en 2018. Voilà. Bon. Donc vous allez voir prochainement, et on va encore bondir si le Béninois quand même est prêt à effectivement la lutte contre la corruption soit une réalité.
nous irons plus loin. Alors, par contre, les commis béninoises est rétrogradée, puisque de la 12e place, nous sommes passés à la 19e place sur le plan africain. Cette contre-performance est liée, selon le rapport publié par les instances internationales, à la pression fiscale et puis à l'état du droit que nous menons actuellement dans le pays. Non, ce n'est pas l'état du droit, mais moi je pense que c'est plutôt au Béninois qui ne veut pas travailler. Sur les 12 mois d'une année, on travaille combien? On travaille pendant combien de mois? Mais c'est la question. Les 365 jours, le Béninois travaille pendant combien de jours? Le gérant de l'INSAU est venu sur ce plateau qui dit que le Béninois travaille 3 heures sur 8 par jour. Mais vous voyez, mais comment on peut produire? Comment on peut produire lorsque nous voulons avoir de l'argent sans travailler? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas alors que le Béninois est apprécié à l'extérieur. Le Béninois est apprécié tellement dans d'autres pays que on ne comprend pas cet anachronisme, on ne comprend pas ce qui se passe lorsque c'est chez nous, nous ne comprenons pas. Alors, on ne peut pas être en train de travailler 3 heures sur 8 dans une semaine et demander des résultats. Donc, la faute n'est pas à Talon. La faute maintenant, enfin, excusez-moi bien, je veux bien dire, à la mauvaise conscience du Béninois. Et c'est pour ça que j'appréciais quand même l'ancien ministre d'État, Koupaki, qui disait que ce qu'il faut, il faut une nouvelle conscience. Tant qu'il n'y a pas cette nouvelle conscience, je pense que le Béninois va rester là. Mais il est dans le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait concrètement par rapport à cette nouvelle conscience? C'est pas lui qui détermine la politique de la République. Non, même s'il était président, c'est le Béninois. C'est le Béninois. Et il faut donner une impulsion. C'est le Béninois qui en a besoin. Lui, je suis sûr que le président de la République, sur 24 heures, je pense qu'après, je suis sûr qu'il ne dort pas 4 heures de temps dans la journée. Je suis sûr que le président, disons le ministre secrétaire général au palais, à la présidence, je suis sûr qu'il ne dort pas 4 heures dans une journée, ni encore moins le ministre d'État, Abdoulaye Biochane. Ceux-là, ils travaillent. Ils ne dorment même pas. Mais le Béninois lambda, le fonctionnaire, il travaille combien d'heures dans la journée? Mais c'est ça la question. C'est ça la question. Alors, honorable Louis Vavoloun, je vais vous laisser écouter cet élément sonore concernant la lutte contre le trafic des faux médicaments et on revient sur les commentaires. Suivez plutôt. Les opérations ont permis de saisir plus de 151 tonnes de médicaments, de réactifs et plusieurs documents. Il ressort des mêmes sources que Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou sont aussi en relation d'affaires avec le laboratoire New Sesames, dont le représentant vit à leur domicile et dont les produits se retrouvent aussi dans les magasins en cause. L'analyse des documents révèle que plusieurs sociétés sans existence légale font livraison de médicaments aux hôpitaux, centres de santé, cliniques et autres. Des grossistes, Camé, UB, Phare, Promo Pharma, Gapob et Ubifarm s'approvisionnent régulièrement en médicaments et autres réactifs médicaux auprès des nommés Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou. Les documents comme les bons de commande, de livraison et des factures démontrent que certains grossistes ont reçu en moins de 24 heures leur commande passée au laboratoire New Sesames basé au Congo-Kinshasa. Voilà, c'était à l'instant le procureur de la République après le tribunal de première instance de Cotonou, le magistrat Gilbert Togbonou. Il a donc apporté des détails sur cette affaire de trafic de faux médicaments. Ce qui est étonnant, honorable Louis Vavoloun, c'est l'implication bien sûr de quelques sociétés pharmaceutiques apparemment situées à petit feu avec les médicaments que nous payons dans les pharmacies. Vous voyez, moi, c'était vraiment ahurissant. Et jusqu'à ce que le procureur de la République tienne son point de presse, j'étais loin, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que ces grandes sociétés étaient complices dans cette affaire de faux médicaments. Je n'y ai jamais pensé, je n'y ai jamais rêvé, et jusqu'au-dessus, je reste toujours pantois par rapport à cette information que j'ai reçue et comme un coup d'épée. Alors franchement, et moi je pense que la question étant pendant devant la justice, je pense qu'il faut nécessairement laisser la justice aller jusqu'au bout et démêler les chevaux, trouver les coupables, trouver les complices
les co-complices, les co-auteurs, afin qu'une sanction exemplaire soit assurnée à tout ce monde-là. Votre collègue Mohamed Attao Hinoufou n'est pas au pays actuellement. C'est vrai que le gouvernement a demandé la levée de l'immunité parlementaire du député de la 15e circonscription électorale, des honorables Idrissou Bako également, de Valentin Djelontin. Alors, quelle est la position du bloc de la majorité parlementaire sur cette demande de la levée de l'immunité parlementaire? Vous savez, nous avons appris chacun de son côté, soit par la presse, soit par, même ça a été confirmé, et tout cela. Mais, dans la procédure législative, c'est lorsque le dossier est communiqué en plénière que les députés sont officiellement informés. Donc, nous ne pouvons pas, par rapport à la loi en vigueur, par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée qui fait bloc de constitutionnalité, nous ne pouvons pas, à partir des informations reçues dans la presse, dans la rue, ou du moins par des personnes même qui sont dignes de foi, nous ne pouvons pas, à partir de cela, déjà l'opinion que je peux en faire ne peut être qu'une opinion personnelle. Mais on ne peut pas, a priori, dire déjà que l'Assemblée est officiellement saisie dès lors qu'il n'y a pas de plénière. Donc ce serait un avis justement personnel. Le bloc ne s'est pas réuni, n'est pas au courant, n'est pas officiellement au courant de cette affaire-là. Donc le bloc ne peut pas encore opiner par rapport à ça. Et si vous personnellement, avec tout ce qui s'est dit par rapport à ces anciens ministres, ces anciens cadres qui ont pillé les commis béninoises, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire le job? Non, moi je ne sais pas encore s'ils ont pillé, parce que ça c'est une enquête administrative et une enquête administrative. C'est bon que la justice lui-même demande la levée de l'immunité parlementaire, dit que quelque part il n'y a pas de fumée sans feu. Non, évidemment, il y a deux. Vous savez, il y a deux catégories. Il y a deux catégories là, et le commun peut faire des confusions. Il y a la poursuite. Oui. Il y a la poursuite de l'Assemblée, et il y a la poursuite demandée aussi par la justice. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Donc, par rapport aux anciens ministres et autres, tout ça là, je pense que lorsque le dossier sera là, nous allons opiner. Mais à titre personnel, et quand on est dans un parti, on perd un peu de sa souveraineté. Et c'est la ligne édictée par le parti. C'est ça que on applique lorsqu'on est dans un système partisan vraiment respectable. Donc, la ligne qu'indiquera mon parti, je pense que c'est cette ligne-là que moi je pourrais adopter. Alors, justement, revenons par rapport à l'affaire Komi Kouché. Vous avez appris qu'il y a 700 millions qui ont été quand même retrouvés ou volés, entre griffes. Est-ce que c'est légal? Est-ce que vous, en tant que député, vous avez déjà dans votre maison plus de 100 millions? C'est que c'est douanier, c'est pas. Je n'ai jamais compté ça. Je ne sais pas là où les gens trouvent l'argent. Moi, j'ai été syndicaliste et par rapport à cela, je ne peux même pas courir derrière les postes. Et j'ai passé la plupart de mon temps dans l'administration, enfin disons dans les secrétariats, dans les directeurs du bureau particulier, j'ai passé ça dans la portion centrale la plupart du temps. Bon, mais à la fin, ils ont vu quand même que j'ai été trop lésé, ils ont voulu me donner des postes, où je pouvais trouver un peu, mais des postes d'humiliation, bien sûr, ayant conduit 3 chefs en 2 ans. Bon, enfin bref. Moi, je n'ai pas compté l'argent. Moi, je ne suis pas riche. Ça, c'est clair. Maintenant, et concernant cela, moi, je n'ai vu nulle part où Komi Kouché avait 700 millions chez lui. Je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est des insinuations et c'est la justice seule qui peut savoir. Lui-même, il a porté plainte quand même. Par rapport à ça, oui, c'est ça qui est étonnant. Oui, par rapport à cela, justement, il a porté plainte parce que, il sent que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ce qu'on a dit sur lui. Il a porté plainte contre... Enfin, pour cela, il a porté plainte parce qu'il n'est pas d'accord. Donc moi, je n'ai aucune preuve qu'il avait 700 millions chez lui. Et puis bon, je me demandais si ce serait même con d'avoir 700 millions chez soi. Bon, moi, ce serait même bête d'avoir 700 millions chez soi. Mais le temps de vie de Komi Kouché aujourd'hui peuvent attester
qu'effectivement, il peut y avoir 700 millions dans... Ah bon? Quel est son train de vie? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas son train de vie. Vous connaissez mieux que moi. Je sais qu'il a été l'agent national. Ah oui, il a été ministre de la communication. Il a été ministre de la communication, il a été ministre des Finances. Bon, mais cela, je ne sais pas. Je n'ai jamais été ministre pour savoir comment on a l'argent là quand on est ministre. Mais je sais que ce serait bête de sa part d'avoir 700 millions. Et il ne l'a pas. Moi, j'ai pu affirmer qu'il n'avait pas 700 millions. Il a dit, ce que je sais, il a dit qu'il avait les fonds de campagne. Il avait les fonds de campagne chez lui et ça devait être autour de 90 millions, quelque chose comme ça, qu'il avait chez lui comme fonds de campagne en tant que directeur de campagne. Et là, directeur de campagne, on a quand même 10 millions. C'est millions, on n'a pas dit milliards, c'est millions, on a dit. Quand même, non, pour une campagne, je sais ce que coûte une campagne. Tout à fait. Même aujourd'hui, un seul député, tu ne peux pas te faire élire dans l'Ouémé, que je connais, dans l'Ouémé Plateau, tu ne peux pas te faire élire avec 90 millions. C'est pas possible. J'en sais quelque chose. 500 millions, peut-être. Ah non, bon, mais enfin, mais ça avoisine. Mais quand même, même si tu as des électeurs fidèles, des électeurs qui croient en toi, bon, tu peux t'arrêter peut-être à 100 millions. Mais tu ne peux pas te faire élire avec 90 millions. Non, ça, c'est rien, ça. Encore une élection présidentielle. Encore qu'un directeur de campagne. Bon, quand même, non, je pense que ça, là, c'était, si ce n'est que ça, bon, je pense qu'il doit dormir les deux pieds en l'air, ainsi ce n'était que ça. Non, voilà. Alors, parlons maintenant, monsieur, des mouvements. Vous savez que ça a repris, malgré la rencontre que les syndicats ont eue avec le chef de l'État, et les magistrats protestent également contre la défalcation des jours de grève du salaire du mois de février. Alors, même chose au niveau des enseignants. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce débat, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des syndicats, au niveau disons, des éléments de la justice? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux-là qui font grève? Vous savez que je ne pouvais jamais être d'accord avec ça. La preuve, c'est que j'ai été porteur de la lettre de la proposition de loi portant en retrait de grève. Après une analyse pointue de la situation, je voyais que pour libérer le peuple qui est pris en otage, il fallait nécessairement légiférer. Bon, on n'a pas été compris, on n'a pas été suivi par la Cour. On prend acte, nous sommes des démocrates, on a pris acte. Vous êtes déçu par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle? Très déçu. Bref, par rapport à la question posée, moi je ne peux pas être d'accord. Parce que, pour les magistrats, parce qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas, d'abord, c'est par rapport à l'article 25. On ne fait pas de défalcation lorsque la grève concerne les libertés et lorsque c'est par rapport aux droits acquis. C'est ça. Bon. Et puis, deuxième chose maintenant, lorsque ce sont des nouvelles revendications et lorsqu'on n'a pas encore constaté par procès verbal l'échec, alors on peut faire défalcation. Maintenant, je prends le cas des magistrats. Le cas des magistrats, c'est par rapport aux libertés. Et par rapport aux libertés, donc, ils ont grévé et lorsque ça a été levé, parce qu'ils ont recommencé le travail. Eux, je peux comprendre leur cas par rapport au fait de ne pas être d'accord, mais non pas par rapport au fait de reprendre la grève. Donc, il y a une nuance là. Ils peuvent contester. Il faut contester la défalcation, mais pas par le biais de la reprise de la grève. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Maintenant, pour pour les autres cas, c'est un mélange. C'est un mélange parce que il y a tout d'abord les droits acquis, il y a aussi les libertés et il y a aussi d'autres revendications. Et lorsqu'il y a tout ça là mélangé, alors l'État ne peut choisir que ce qui l'arrange. Donc, pour les nouvelles revendications ou pour des revendications dont le statut n'est pas encore clair parce que non constaté par un procès verbal par rapport à ce qui a été acquis, lorsqu'il y a un mélange de tout ça, l'État prend le côté qui l'arrange et par rapport à ça, il peut avoir défalcation. Donc moi, je pense que nous devons respecter les conventions auxquelles on est parti. C'est ça. Et pour revenir sur le cas des magistrats, le cas des magistrats, c'est que les hommes de droit, c'est en cela qu'on devait être plus exigeant vis-à-vis des magistrats, parce que ce n'est pas un magistrat qui veut.
celui à qui Dieu a transféré ses pouvoirs. Parce que lui ne doit juger, on a dit. Et c'est Dieu seul qui juge. Ça veut dire que Dieu, par un transfert, leur a conféré son droit de juger. Dieu leur a donné ça. C'est une grande responsabilité. Et par rapport à ça, on devait être plus sévère vis-à-vis des magistrats. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne se fait pas justice. Il y a des voies de recours. Et là, on vous prendra au sérieux. On a fait des défalcations. Nous ne sommes pas d'accord. Nous réagissons. Et nous saisissons des voies de recours pour dire, le droit sera dit. Lorsque l'Assemblée a outrepassé entre griffes, comme on l'a dit, ses pouvoirs et a retiré, lorsque la Cour a donné raison aux magistrats, mais c'est fini. Tout le monde s'est rangé. Mais pourquoi ne pas procéder de la même façon et se donner justice? Et comment ça veut dire que le droit de grève aujourd'hui est galvaudé complètement? C'est banal, on est dans une banalisation du droit de grève. Moins de choses, on va en grève. Et cela, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des mains invisibles derrière. C'est un peu politisé, selon vous. Mais c'est ça. Sinon, mais pourquoi ne pas, en tant que magistrat, en tant qu'homme de droit, en tant que délégataire du pouvoir de Dieu, pourquoi ne pas alors saisir des voies de recours, continuer le travail alors qu'ils savent que des gens croupissent en prison, même encore des gens qu'ils prétendent défendre sont encore en prison. Vous pensez que l'opposition, ils sont manipulés par l'opposition Moi, je ne dis pas l'opposition, mais je dis qu'il y a des mains invisibles nécessairement. Du pouvoir ne peut pas le faire. Non, question du pouvoir ne saurait le faire. Il ne peut pas être délégataire du pouvoir de Dieu et agir contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Il devait continuer le travail et saisir les voies de recours et on va leur donner raison, on va leur restituer les choses. Parce que moi, personnellement, je dis que je suis d'accord par rapport au fait qu'ils réclament. Mais je ne suis pas d'accord qu'ils prennent la voie de la grève. Ce n'est pas très normal. Et la retenue est dans la jurisprudence constante, la retenue est claire. Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait, donne lieu à une retenue, ça c'est clair. Au 30e de la rémunération mensuelle pour les agents de l'État et les agents des établissements publics et administratifs. Et cette retenue de salaire n'est pas une sanction que l'employeur infligerait aux salariés. C'est un effet de la suspension du contrat. Et il en découle, sur la jurisprudence, que la perte de salaire doit être proportionnelle à l'interruption du travail. C'est ça que le gouvernement a appliqué simplement. Si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne... Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire maintenant? Puisque la grève continue, le mouvement continue, on risque d'aller à une année blanche au niveau donc du secteur de l'éducation. Et c'est pas quand même bon pour les enfants qui sont à la maison actuellement, honorable. Ils répondront devant l'histoire. Ce n'est pas le gouvernement. Ils répondront devant l'histoire. Et des générations futures. Ils répondront parce que ce n'est pas le gouvernement qui a cessé de faire le travail. Le gouvernement travaille. Et l'administration travaille. Mais ceux qui ont galvaudé, ceux qui ont utilisé les droits de grève comme rempart, comme bouclier, et qui ont pris les enfants en otage, qui ont pris les pauvres en otage, et qui ont pris les malheureux, les paysans, et tout ce monde-là, qu'on prétend défendre, ceux qui les ont pris en otage, ils répondront devant l'histoire. Ça c'est clair. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui est en grève. Le gouvernement n'a pas cessé de travailler. Maintenant, les négociations sont en cours. Mais continuons les négociations. Continuons à dialoguer. On trouvera une porte de sortie. Parce que personne ne viendra d'ailleurs pour régler notre problème. Les Togolais se sont bagarrés depuis des mois, tout ça là. Mais le président ghanéen, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'ai pas une solution magique, c'est vous-même qui allez vous retrouver pour trouver. Mais pourquoi avoir attendu tant de temps? Et aujourd'hui, ils s'asseyent autour de la table aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas continuer à dialoguer? C'est ça. Donc ce n'est pas le gouvernement. Si l'année est blanche, ceux qui ont fait que l'année est blanche là, ce n'est pas ça. Parce que nous ne sommes pas en 89 où on avait 9 mois. On avait 9 mois d'arrêt de salaire. Et quand on disait un mois est tombé, tout le monde court. On ne cherche même pas à savoir quel mois était tombé. On a vécu ça. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Alors, j'invite mes camarades à reprendre le travail et à continuer le dialogue. Le jusqu'au boutisme ne profitera pas à la nation et ça fera seulement que chacun sera responsable devant l'histoire.
Alors, honorable, nous allons maintenant parler bien sûr de la non-désignation des membres du COSLEPI par le Parlement. Vous savez, ça traîne depuis l'Assemblée nationale. Vous avez récemment dit que l'installation du COSLEPI pour... vous dites que l'installation, je vous cite, du COSLEPI pour l'apuration et l'actualisation de la liste électorale pour 2017 et 2018 est un gaspillage des ressources de l'État. Pourquoi on dit ça? Ah, vous avez tenu cette information. Vous avez dit, mais... Bon, mais... Non, mais ça... Vous avez récemment quand même fait une déclaration sur les chaînes. Non, mais bon, on a dû piquer ça, allez-y. Bon, non. Ah, franchement parlant, et la non-installation, bon, on enfreint effectivement à la loi. Mais je vous dis tout simplement que la violation des lois, je pense que lorsque nous voyons depuis 90, je ne dis pas que c'est bon, non, c'est pas ça. Mais je constate tout simplement que depuis Soglo, en passant par Kirikou et Biaï et tout ça, chacun d'une manière ou d'une autre a trouvé à un moment donné qu'il était difficile d'appliquer certaines lois, d'où il fallait revoir la loi fondamentale. Donc, et c'est la suspicion qui nous amène toujours à ce niveau, à faire des institutions où on dépense énormément d'argent. Moi, je suis bien placé, par exemple, pour dire que, mais le dernier COS qui a eu lieu, dans l'esprit même de cette loi-là, mais je peux dire qu'on a juste fait la migration des majeurs, des nouveaux majeurs. Mais au moment d'aller sur le terrain pour capter les empreintes, pour reprendre les photos et maintenant actualiser, il n'avait pas d'argent. On a préparé les kits, tout est resté, mais on n'a pas été sur le terrain. Mais alors que l'ANT pouvait rester dans son bureau et faire sa migration et corriger. Parce que c'est une base de données. C'est une base de données qui est là. Et dans le serveur central, on a déjà tout ce qu'il faut. Alors là, il fallait juste faire les migrations et avoir un nouveau fichier. Mais maintenant, intégrer les changements et autres, tout ce qu'il fallait pour l'actualisation. On a préparé les kits. Les kits sont restés encore là. On n'est pas parti. Ce qui est important, c'est l'actualisation qui vient juste avant les élections. Et c'est ça qui est le plus important. 6 mois avant les élections, c'est ça? Non, pas 6 mois avant les élections. C'est-à-dire que c'est du 1er juillet, au 31 janvier de l'année suivante. C'est à cette période qu'on fait l'actualisation. On aurait fait l'actualisation que quelques temps après, on va encore recommencer. Si on avait commencé... Alors qu'il n'y a pas élection. On aurait fait... Moi, je ne dis pas que c'est la position de l'Assemblée. C'est ma position. Il faut distinguer. Ce n'est pas la position de l'Assemblée. Ce n'est pas la position du BMP. Non plus, même moi, ayant participé à tous les COSLEPI, jusqu'à présent, je puis dire ce qui était vraiment utile. On va me dire, mais il fallait corriger la loi. Mais lorsqu'on n'a pas corrigé, et il faut aller gaspiller maintenant des milliards. Mais moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Et je dis toujours que c'est à titre personnel que moi, je pense comme ça. C'est le cost qui vient là, du 1er juillet au 31 janvier. C'est ce cost-là qui est le cost fondamental et qui va actualiser la liste des dernières élections jusqu'aux prochaines là. C'est ça là qui est le plus important. Les gens voient peut-être une manière d'imposer le RAVIP pour les prochaines élections. Alors là, moi, je ne suis pas allé dans leur esprit. Et puis bon, et le gouvernement ne nous a pas encore dit ça. Peut-être que lorsqu'on va vouloir corriger le code électoral, bon, on verra si c'est ça qui nous fait d'économie ou pas. Mais a priori, moi, je ne saurais le dire. Mais je dis que la société civile, tout le monde, y compris moi-même, nous allons nous souder pour décrier et crier si on ne mettait pas le COSLEPI de juillet prochain
là, on va rentrer dans la danse. Le bloc est prêt à aller jusqu'au bout. Si on ne mettait pas, si on n'actualisait pas la liste pour les élections qui arrivent, tant que la loi est en vigueur, alors là, tout le monde sera ensemble. Ça, c'est clair. Vous êtes prêt à en découdre avec le gouvernement par rapport à ça? Non, pas en découdre, mais à faire respecter la loi. C'est pas en découdre. Mais parce que il faut nécessairement actualiser la liste. Il y a les décès. Pour pas que les morts votent. Il y a les décès, il y a les déplacés, il y a les bannis. Tout cela, mais il faut actualiser nécessairement. Et puis, les nouveaux majeurs, ceux qui ont 16 ans, il faut les amener, ou bien 17 ans, mais il faut les ramener aussi sur le fichier électoral national. Alors donc, je pense que non, il faut les amener sur la liste électorale, parce que le fichier national reprend tout le monde de 10 ans à X. Oui, ouais. Et là, il faut nécessairement qu'on actualise ça pour le prochain COS. Mais ceci-là, on veut faire dépenser de l'argent inutilement à l'État, alors qu'on n'en a pas beaucoup. Tout à fait. Moi, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas l'avis du BNP, ce n'est pas l'avis de l'Assemblée non plus, mais le dossier est au niveau de la commission des lois. Des lois. Il est 10h pile à Banikani, c'est à Parakou. Vous nous suivez sur Urban FM, donc en synchronisation également, même heure ici à l'horloge centrale du groupe de presse le matinal dans les studios de Océan FM. Nous allons vous poser 2 questions avant d'ouvrir l'antenne. Je rappelle que vous pouvez également envoyer des SMS, vos messages au 65 0024 24. Eh bien, honorable, c'est vrai que nous sommes à quelques mois des élections législatives. L'Union fait la nation est ensemble avec le PRD dans le BNP, donc le bloc de la majorité parlementaire. La bataille s'annonce donc également dure entre les grandes formations politiques dans plusieurs localités. Alors aujourd'hui, l'autre question qui arrache le sommeil aux uns et aux autres, c'est bel et bien dans la 21e circonscription électorale, c'est bien le positionnement des candidats pour les législatives 2019 qui figurera et qui sera écarté. Je pense que vous avez déjà commencé à passer à tout ça. Oh non, pas du tout. Bon, enfin, moi, je n'y pense pas particulièrement, dans la mesure où je n'ai jamais été tête de liste avant de passer. Jamais, depuis qu'on a commencé, je n'ai jamais été tête de liste. Mais les électeurs me font confiance. Donc moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Et c'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont toujours là. C'est-à-dire ceux qui sont probablement des candidats, mais c'est les mêmes. Donc, il n'y aura pas une liste unique de la majorité. Le bloc ne va pas peut-être parce qu'il y a une fédération qui est là. Non. Comment ça va se passer ce mélange? Non. Chacun. Pour le moment, chacun est encore au starting block. L'Union fait la nation aura sa liste, le PRD aura sa liste. Voilà. Ah oui, on est tous du bord de la majorité, mais je pense que à ce que je connais quand même. L'Union fait la nation aura sa liste, le PRD aura sa liste. L'Union fait la nation qui va se transformer en parti. Ah oui, absolument. Dans les tout prochains jours, c'est ça? Absolument. Le Conseil national, c'est pour le. Probablement c'est pour le 9, le 9-10. 9-10. Mars, voilà. Mais vous irez au Congrès aussi pour voir ce qui va se passer. Mais je fais partie du bureau politique quand même. Donc, je fais pas du bureau politique, donc je serai au Congrès. C'est ça. Donc chacun aura sa liste et c'est les mêmes acteurs comme tous les jours. Donc je pense qu'il n'y a pas. On prend les mêmes et on recommence. Il n'y a pas une lutte particulière, tout ça là. Non, c'est les électeurs qui choisissent. Bon, on ne se fait pas, on ne se décrète pas élu. Non, pas du tout. C'est les électeurs qui élisent. Bon, donc si les électeurs vous font confiance, ils vont vous élire. Voilà. Est-ce que vous avez les nouvelles de Seif Ouagbon, le président de l'Union fait la nation? Je pense que tu m'avais déjà posé la question une fois et quand j'étais sur Soleil FM, et j'avais dit, bon, à ce que je sache qu'il était parti aux soins et que bon, je n'ai pas assez de bulletins, mais je sais que... Il est revenu. Ah non, non, les journaux, moi je ne crois pas aux journaux. Donc pour l'instant, il n'est pas encore là, c'est ça? Non, je ne sais pas, mais c'est les journaux qui ont annoncé. Moi, je ne sais pas. Mais vous êtes souvent dans la région, vous devez quand même avoir l'information. Oui, c'est parce que la justice est trop de choses que vous ne voulez pas nous dire s'il est là ou pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, mais pas du tout, mais les journaux ont annoncé qu'il est là. Mais moi, je suis allé, enfin, j'ai demandé, et puis bon, il n'était pas, moi, je n'ai pas eu trace.
Donc je ne peux pas dire, les journaux qui ont dit ça, bon, mais peut-être qu'ils ont vu les traces, ils n'ont pas vu les traces. C'est ça. Bon, mais tant mieux. J'espère qu'il sera au Conseil national dans les 3 prochains jours, hein, le 9 et le 10. Bon, je vous ai dit qu'il était parti aux soins, mais moi je n'ai pas son bulletin. Je ne sais pas s'il est déjà lui a donné un certificat de guérison. Bon, je ne peux pas le dire. De toute façon, s'il est au pays, il sera là. Mais s'il n'est pas au pays, il ne viendra pas. C'est ça. Merci beaucoup, honorable Louis Vlavonou, député de l'Union fait la Nation à l'Assemblée nationale, membre du bloc de la majorité parlementaire, justement par rapport aux messageries. Voilà, et vous pouvez donc envoyer. Non, il semble qu'il y a quelques soucis donc avec le 65 00 24 24. Mais donc vous pouvez appeler pour avoir donc des messages. Voilà, je ne sais pas si Luc, vous pouvez déjà commencer à ouvrir l'antenne aux auditeurs pour quelques préoccupations. D'accord, merci bien. Je vous remercie. Je remercie bien les auditeurs qui ont prêté une oreille attentive à tout ce que j'ai dit. Il y a des questions qui partent de préoccupations liées à ma personne et aux préoccupations qui sont liées au pouvoir d'État. Alors, M. Attali dit qu'est-ce que j'ai fait pour les populations et pour prétendre encore peut-être être sur une liste ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour les populations? Mais moi, je pense que il ne me revient pas particulièrement de dire, et ce n'est pas mon genre, de dire ce que j'ai fait. Si je pouvais lui passer les discours des militants, le 18 passé, lors de la présence des vœux, qui ont été faits le dimanche passé, je pense qu'il aurait bien entendu que ce soit chez les femmes. Mais moi, je vais lui citer quelques exemples seulement. Il peut aller faire son enquête sur le terrain. Et je mets au défi celui qui a fait autant que moi dans Kokomolu. Je mets au défi. Ça, je le dis sur les ondes. Premièrement, l'eau. On a eu le projet d'adduction d'eau. Mais la population devait cotiser 5 millions comme apport personnel. On a fait la collecte. On a dit 100 francs par personne. Je me rappelle, si je me trompe, ça peut être à quelques francs près, la population n'a trouvé que 120 000. Sur les 5 millions qu'on a demandé à la population de cotiser pour bénéficier de l'adduction d'eau. Il n'a qu'à aller sur le terrain et aller demander qui a financé le complément. Et je ne suis pas le seul cadre de Kokomolu. Je ne suis pas le seul qui soit parvenu à une situation politique. Et en ce temps, je n'étais que syndicaliste. Je ne m'intéressais pas à la politique. J'étais secrétaire général du syndicat de la douane. Et là, le complément, je ne lui dirai pas, je lui demande d'aller demander à la population. Deuxième cas. Nous avons hérité d'un arrondissement, des locaux en terre battue, en banco. Tous les arrondissements étaient déjà en matériaux définitifs, construits en matériaux définitifs. La population, avec les sages en tête, j'étais receveur des douanes à Igolo. La population, avec les sages en tête, est venue m'envoyer pour dire ôte-nous d'une honte, une honte collective. Tous les arrondissements sont en matériaux définitifs. Nous, notre maire, c'était le maire, notre maire, lui, il est encore dans une construction en banco. Et là, je mets au défi celui qui dira que ce n'est pas moi qui ai construit ça. Et je peux dire que ça coûtait 25 millions avec équipement, ça coûtait 25 millions. Il n'a qu'à aller chercher, à comprendre. C'est Vlavonou qui a construit ça. Les bureaux de l'arrondissement aujourd'hui, tel que ça se présente, c'est Vlavonou qui a construit ça. L'adduction d'eau, c'est Vlavonou. Je ne veux plus parler. C'est Vlavonou qui a fait le complément pour qu'on puisse avoir l'AEV qui est là et qui ne fonctionne pas faute d'électricité. C'est ça. Troisième chose, je lui demande d'aller encore sur le terrain demander le CEG de Kokomolu. Quand on a voulu construire le CEG de Kokomolu, partout on montre la brousse pour dire allez construire.
Nous, à comme on nous a dit, parce que de l'opposition, qu'il faut construire le bâtiment d'abord. Sinon, on ne nous donne pas le CEG. J'ai construit sur fonds propres un module de 4 salles de classe avec équipement. Et ça m'a coûté 25 millions. Équipement. Et tout à la fois, bureau du censeur, bureau du directeur et bureau du surveillant général. Le bâtiment est encore là. On a dit que c'était un projet. J'étais en voyage quand la population est partie écrire sur le bâtiment dont nous l'avons loué pour que le projet vienne effacer. Le projet n'a pas effacé. Je l'ai équipé, on nous a donné, on a utilisé seulement 3 salles de classe dedans. Les bancs, les mobiliers, on a écrit dont nous l'avons loué dessus. Dernière préoccupation, le centre de santé. C'est en partenariat avec un autre frère, Koumoulou Jean, de regretter mémoire, que nous avons construit le dispensaire qui est là. Mais qui dit le contraire? Je l'attends. Certainement que l'auditeur n'est pas. Alors donc faut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour Koumoulou? Je peux en citer du matin au soir, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Retraite de grève, si je ne me reproche, j'ai déjà dit tout à l'heure que je ne me reproche absolument rien. Mais je suis un démocrate. Je ne pose rien parce que je peux vous dire, on n'a pas le temps, sinon je vous dirai les dégâts avec des cas précis. Je vous citerai les dégâts que le secteur de la santé fait subir à la population qui n'est pas responsable de ce qu'ils souffrent, de ce qu'ils ont comme problème. Ce n'est pas la population qui est responsable. Et nous avons dit que la vie est sacrée. Et moi, je continue de dire que je défends la vie. Je défends la vie. Et rien n'est au-dessus de la vie. Et ça, c'est clair. Jusqu'à demain, et je le dirai encore. Je suis dans un mouvement de défense de la vie. Et c'est par rapport à ça que je dis que aucun acte, aucun mouvement qui doit pouvoir nécessairement faire atteinte à la vie, j'irai toujours contre. Ce n'est pas à moi d'aller dire, c'est le gouvernement. Pourquoi? Qui a fait que l'intéressé est mort? Qui a fait que l'intéressé est décédé? Qui a fait que telle femme a perdu la vie et a perdu l'enfant en voulant donner la vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle est morte? Moi, je le dirai, et c'est ça. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Moi, j'ai ma position. Moi, je défends la vie. Je n'aime pas faire de grève. Ce n'est pas ce que je dis. Et le moyen que moi j'ai trouvé, que c'est ça. C'est interdit. Donc, si c'était à recommencer, je le recommencerai. Je suis démocrate, je me range par rapport à ce que la Cour a dit. Et pour tous ceux qui ont posé les questions de ce genre, je dis que si c'est à reprendre, je reprendrai ça et je vais défendre ça avec la même vigueur. Parce que je suis dans la défense de la vie. Maintenant, question transversale. Le COS-LEPI, si la loi n'est plus bonne aujourd'hui, pourquoi on n'a pas installé? J'ai donné ma position personnelle. Et je l'ai dit parce que j'ai capitalisé des expériences depuis le COS Lafia, en passant par le COS Avant-Voie-Blas et le COS Aguemont. J'ai capitalisé j'ai assez d'éléments qui font qu'aujourd'hui, je dis personnellement que entre deux élections, les actualisations là, c'est des pertes d'argent. Mais c'est moi qui le dis. Ce n'est pas l'Assemblée qui a voté la loi qui le dit. Et demain, je suis prêt encore à le dire et à défendre cette position. Mais ce n'est pas ma position personnelle qui passe à l'Assemblée. Non, ce n'est pas. Moi, j'ai une voix. Et il faut 42 voix pour faire une loi. Donc, il ne faut pas que, parce qu'on a des a priori, parce qu'on a des choses contre le gouvernement, parce qu'on a fait cela, ne pas voir la vérité en face. Et moi, je dirais que, par rapport à celui qui dit si les gens ont la crainte de Dieu, je pense que j'ai toujours dit, je ne mène pas une vie de tiroir. Un tiroir qu'on sort lorsqu'on est à l'église, un tiroir qu'on sort lorsqu'on est à l'assemblée, un tiroir qu'on sort quand on est dans la vie pratique. Non, c'est le même et le même raisonnement. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais moi, mon raisonnement, c'est cela. Je dis que entre deux jours, mais la loi a été votée, elle doit être appliquée. Mais
Je ne dis pas que la loi ne sera pas, je n'ai jamais dit que la loi ne sera pas, ne doit pas être appliquée. Mais je dis par rapport à moi, ma position, que je dis que c'est un gaspillage. Les actualisations qu'il y a entre 2 tours, que c'est un gaspillage. Tout rapidement, oui. Maintenant, et par rapport à celui qui demande si 100 millions pour se faire élire. Mais moi je veux quelqu'un, député de l'OME ou bien du plateau. Et puis le gars va venir me démentir. Mais c'est ça la réalité. Effectivement, pour se faire élire dans l'OME ou bien dans moi je dis que celui qui a moins de 100 millions, il est difficile de se faire élire. Nous sommes, mesdames et messieurs, pratiquement à la fin donc, de cette émission. Je vais faire un rapide tour à la rédaction centrale pour accueillir, bien sûr, Chrisbel Mocho, bonjour. Bonjour, Hospice. Alors, vous êtes dans ce studio pour faire le résumé de cette émission Cas sur Table. Vous avez le micro. L'élu parlementaire de la 21e circonscription électorale regroupant les communes d'Ifanyi, Sakété, Dadjawere, Louis Vlavonou nous a rappelé à l'entame les maux qui minent sa localité, à savoir le manque d'eau et d'électricité. Les doléances des femmes et des jeunes qui comportent l'emploi des jeunes, le retour des classes et de la microfinance. Il croit, car, dit-il, le président Patrice Talon étant un homme de parole, il espère que d'ici là, cette situation soit améliorée, surtout avec la création du ministère des Affaires sociales. Il poursuit dans sa fonction pour nous parler du rejet du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 90. Selon lui, cette Constitution est à l'origine de la gabegie qui règne en maître dans la cité. Il nous apprend que dans la nouvelle charte des partis politiques, il ne figure aucune alliance. Les partis sont basés sur des idéologies. Le nombre des membres fondateurs d'un parti politique ne devrait être supérieur à 100 personnes par commune. 6 mois sont donnés à tous les partis de se conformer, contrairement à l'ancienne qui donne 1 an. La lutte contre la corruption est actuellement au cœur des débats et l'honorable Louis Vlavonou n'a pas manqué d'apporter son opinion. Il stipule que cette lutte a toujours été l'un de ses combats majeurs. Et comme la plupart des invités de Cas sur Table, l'élu parlementaire affirme que les Béninois désirent une chose et son contraire quand il parle de lutte sélective ou de chasse aux sorcières. Il souligne ici qu'une réélection du chef de l'État représente le dernier des soucis du président. Louis Vlavonou affirme que le président de la République n'a rien à cirer de sa réélection. Sa fierté est d'avoir engagé une lutte pour que le pays puisse véritablement émerger. Il faut une nouvelle conscience. Venons-en au sujet qui fait l'actualité, les faux médicaments. Le député dit que c'est ahurissant et qu'il faut retrouver les complices et les co-complices et qu'une correction exemplaire leur soit affligée. Concernant les grèves, restons dans le cadre de l'éducation. L'invité affirme que les différents grévistes répondront devant l'histoire si l'année finit par être blanchie. Le jusqu'au-boutisme entre griffes ne profitera pas à la nation. Le mieux serait de retourner à la table de négociation pour trouver une issue. Soulignons pour finir que la rentrée parlementaire se tiendra la première quinzaine du mois d'avril. Merci Chrisbel Mocho, mais il y a peut-être un petit truc à noter par rapport au commentaire, au résumé bien sûr de ma consoeur Chrisbel Mocho, c'est par rapport par rapport au nombre des membres fondateurs, c'est qui ne devait pas être inférieur, pas supérieur. À 100. D'accord. Voilà. On comprend avec la rapidité donc de ce résumé. Merci Chrisbel Mocho et puis à dimanche prochain. Voilà, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste, monsieur Hospice Juan de Dravo, de m'avoir permis d'opiner sur les grands sujets de l'heure, malgré le temps insuffisant pour aller en profondeur. Et je dirais tout simplement que le peuple béninois a une chance. Cette chance, c'est d'avoir un président volontariste qui a une foi audacieuse en ce que le Bénin doit renaître de ses cendres. Ou sous YouTube. Merci honorable.
Merci. Voilà, merci d'avoir été là. Avec tous les médias du groupe de presse, le matinal, aussi un FM, Urban FM de Parakou, le quotidien, le matinal et puis aussi en télévision web, vous remercie pour votre sympathique attention et tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez donc la même équipe dimanche prochain, et bien sûr nos différentes antennes. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Au revoir.